sorti en 1998, le CD-ROM In Memory de Chris Marker a d'abord fait l'objet d'une installation au Centre Pompidou en 1997. Sur ce rapport qui est devenu rapidement, sur ce support pardon, qui est devenu rapidement désuet, Marker a gravé une partie des impressions visuelles et des traces textuelles contenues dans sa mémoire, bref, une partie de sa conscience ou de son âme. À juste titre, Raymond Bellour n'hésite pas à associer Memory à la pratique de l'autoportrait stylistique de Montaigne. Tout ce que je peux offrir, c'est moi, dit Marker, en paraphrasant à l'évidence l'auteur des essais. Il entremêle dans son œuvre les images qu'il a prises avec son réflexe à celles prégnantes de la culture et des conflits mondiaux, comme Montaigne imbriquait jadis les nombreuses citations latines dans son discours. Conjuguant ainsi ses impressions à celles du monde, les images de Marker appartiennent à l'histoire du XXe siècle. Et s'il faut bien se résoudre à parler de mémoire comme nous y encourage le titre et les fragments de texte que l'on peut y lire, il faudrait parler de mémoire membrane qui agence, comme le proposait Deleuze, les impressions intérieures et extérieures, les traces individuelles et collectives, les données personnelles et mondiales. Mais plus qu'un art instrumental de la mémoire, qui convierait les spectateurs à la déambulation et à la rêverie dans un musée personnel, l'œuvre de Marker est une pensée de la mémoire et de son architecture spatiale et temporelle. Bourlingueur infatigable et sémionaute incomparable, Marker invite nécessairement au voyage. En proposant une exploration actuelle d'In-Memory, je ne fais que répéter apparemment son geste pour actualiser les tracés de parcours contenus en puissance dans son œuvre. Mon exploration ne consistera pas cependant à présenter une fois de plus le contenu d'In-Memory en le rattachant au cinéma de Marker et aux éléments de sa biographie et de l'histoire pour en compléter le sens. L'actualité de mon exploration cherchera plutôt à saisir l'opportunité de la désuétude du support CD-ROM, qui ne tourne plus, je le précise, sur les systèmes d'exploitation comme le Mac OS X, qui est obligé donc d'utiliser mon vieux Mac OS 9 pour pouvoir le lire. Donc, à saisir donc l'opportunité de cette désuétude pour comprendre un aspect que l'on évoque rarement en discutant de l'architecture de la mémoire, la vitesse. En guise de prélude technologique à la vitesse de la mémoire, je cite une remarque sur le passage du temps que l'on peut lire dans In-Memory. Je cite donc: au pied du château d'Osaka, une capsule de temps contient ce qu'à l'époque de l'Expo 70, on tenait pour les symboles de la modernité: transistor, magnétophone à bande, télévision. Ainsi, l'humanité du prochain millénaire saurait à quel point exact de technicité nous étions parvenus et mesurerait le passage du temps. Si quelqu'un ouvrait aujourd'hui ce sarcophage d'objets, c'est lui qui croirait que 1000 ans ont passé. Fin de la citation. J'ai effectivement l'impression que 1000 ans ont passé lorsque j'explore le contenu du CD-ROM de Marker, tellement la vitesse de la mémoire morte, la vitesse du ROM est lente. Cette lenteur ne ferait pas que surprendre l'internaute d'aujourd'hui, elle l'ennuierait, voire le choquerait carrément, en contrariant ses habitudes de lecture cursive sur Internet. Pourtant, In-Memory n'a pas encore 20 ans. Si le temps semble avoir passé si vite, c'est parce qu'il est question justement de vitesse. L'histoire récente de la technologie de la mémoire semble nous apprendre que la capacité de stockage importe moins que la rapidité à laquelle les utilisateurs accèdent aujourd'hui à leurs données. Ce que la dématérialisation des disques durs, en fait leur délocalisation, comme le disait hier Olivier, aura permis. Si la mémoire technologique a une histoire que l'on ne peut guère confondre avec celle de la mémoire humaine, c'est que la puissance des machines diffère en nature des potentialités de l'esprit. Marker n'a pas voulu faire de mise à jour d'In-Memory, marquant ainsi l'impossibilité où on se trouve aujourd'hui de savoir jusqu'où les avancées technologiques se confondent avec la virtualité de l'œuvre.
suggère Bellour dans le livret qui accompagne le CD-ROM. Elles ne se confondent pas, en fait, puisque la première se mesure en vitesse absolue et que la seconde a une vitesse relative. Les deux, pourtant, s'accompagnent, puisqu'apparaît dans l'écart temporel qui sépare le vieux CD-ROM de la célérité d'Internet, une conscience historique qui divise immanquablement les avancées technologiques des prouesses de l'art. Bien qu'il laisse présager des possibilités infinies comme œuvre ouverte, le CD-ROM de Marker est toutefois très limité dans les faits, à cause de sa faible capacité de stockage. En voulant donner la plus grande extension possible de sa mémoire, Marker a dû paradoxalement l'économiser. Si l'on y retrouve beaucoup d'images, elles sont majoritairement fixes, mis à part quelques très courts clips de films et d'archives filmiques qui apparaissent dans de très petites fenêtres. On en conclut rapidement qu'In-Memory n'est qu'un fragment de mémoire effectué dans un espace clos qui rappelle le musée avec ses pièces thématiques et son nombre limité d'accès. L'architecture d'In-Memory est très simple et les commandes pour s'y déplacer le sont également. En voici d'ailleurs les détails. La première page du CD-ROM, l'interface, nous présente 4 choix. Entrer dans la mémoire, commande, index, quitter. En accédant à la page commande, c'est assez rétro, on note très rapidement que les opérations sont excessivement simples, voire primitives. On peut reculer ou avancer dans la page d'une séquence, changer de séquence, revenir au début de la séquence. Enfin, de petits icônes colorées annoncent l'apparition d'éléments additionnels, informations textuelles, images d'artefacts, archives sonores ou vidéo. Il ne faut pas négliger, du reste, les conseils qui anticipent 2 fois plutôt qu'une l'impatience de l'utilisateur causée par la lenteur du CD-ROM ou encore par la subtilité de son contenu. Ne zappez pas, prenez votre temps, si vous êtes patient. La page index synthétise l'ensemble du contenu de la mémoire dans un tableau graphique. La colonne verticale de droite correspond aux différentes unités de la mémoire, nom de personnes, de lieux, d'événements, de choses. Ces unités apparaissent en ordre alphabétique. La barre horizontale du bas, qui nous permet de circuler rapidement parmi les unités de la mémoire, nous l'indique explicitement. La barre verticale du haut est constituée, elle, des 8 séquences de la mémoire que Marker appelle zones. Il s'agit d'une évocation de son film Sans Soleil, dans laquelle un jeune japonais, inspiré par le film Stalker de Tarkovsky, appelle zone la numérisation d'images documentaires de la guerre. Au point de rencontre, si on revient à l'index, au point de rencontre entre une unité et une zone dans le tableau, il y a un élément actif, c'est les boules rondes, qui permet à l'utilisateur de se rendre directement à un endroit précis de la mémoire. Si l'index, ici, à la manière d'un hyperlien, permet d'atteindre très rapidement différents points de la mémoire, elle n'en permet pas cependant l'exploration. L'index court-circuite complètement la structuration des zones et des séquences. Elle ne nous permet pas, en bref, d'en explorer l'architecture. L'interface de la mémoire correspond, c'est l'image, une fois qu'on entre dans la mémoire, donc cette page, correspond à une page présentant les 8 icônes qui donnent accès à chacune de ces zones. Je n'ai guère le temps, dans cette présentation, d'en explorer en détail le contenu iconotextuel qui reprend les grands thèmes de l'œuvre de Marker, ses obsessions, ses préférences, ses goûts, son amour également du chat et de la chouette. Vous aurez peut-être compris que cette brève présentation des pages et des commandes voulait démontrer qu'elles n'ont rien à voir avec la vitesse de la mémoire, même si elles y donnent accès et permettent d'y naviguer. Or, je peux donc en arriver à l'essentiel. 2 ans après la sortie du CD-ROM, dans un article consacré à l'utilisation de l'ordinateur dans le dernier film de Chris Marker, Johan Villeneuve semble déçu par son expérience d'In-Memory. Je cite. Plus lent et plus limité sur le plan cinématique, le CD-ROM ne produit aucune catharsis, ce que le film Level 5 arrive à faire non sans transformer l'ordinateur de Marker en un formidable dispositif de pensée et de narration. Fin de la citation.
Villeneuve déplore la lenteur du support qui n'arrive pas à reproduire une expérience qui, en combinant vision et narration, susciterait l'affection minimale pour engager le spectateur-lecteur dans le récit. Il semblerait en effet que la relation d'une image à une autre image n'est pas assez rapide et fluide dans le CD-ROM pour générer le suspense, qui est quand même une condition non négligeable dans ce récit. Ce que la machine de vision d'in-memory n'est pas une machine narrative. Elle génère une expérience de la perception qui rappelle celle que produit l'info-vidéographie telle que la présente Paul Virilio dans Machine de vision. C'est-à-dire une expérience qui force la surprise en intensifiant le message, plutôt que le suspense qui, lui, résulterait de l'extensivité de la durée et l'extension des représentations. On est surpris, par exemple, en accédant à la zone mémoire du CD-ROM, de voir apparaître un portrait de Proust juxtant celui d'Hitchcock. Côte à côte, simultané, ces deux images font voir d'un seul coup que la mémoire a deux visages, dont l'une évoque l'intensification des détails dans les méandres du temps et l'autre la maîtrise parfaite du suspense dans la durée linéaire. Marker a néanmoins une préférence qu'il signale en ajoutant, sous les portraits, cette question déplace inévitablement Hitchcock du côté de Proust, comme si le portrait du cinéaste glissait sous l'image de l'écrivain. Marker affiche pourtant ouvertement son adoration de Vertigo. Il faut toutefois savoir que son amour du chef-d'œuvre d'Hitchcock tient au fait que le personnage Scotty se met obsessionnellement à la recherche de la femme perdue, Madeleine Elster, en insistant sur des détails que le film montre en gros plan. Cette insistance sur les détails plonge Vertigo dans le temps intensif de la surprise, le temps proustien des Madeleines, plutôt que dans le temps extensif du suspense de la mort aux trousses. Si l'on clique, je vais commencer, j'ai fait quelques déambulations du film. Si l'on clique sur l'image de Proust dans la zone mémoire, on accède à de courtes séquences qui exposent quelques réminiscences du jeune Marker, dont la principale est consacrée à la pièce Le Corsaire de Michel Achard, mise en scène par Louis Jouvet en 1938. Je vais aller un peu plus vite dans la séquence. Au début de la séquence, donc, il y a ces 5 images qu'on a vues qui étaient associées au Corsaire. On peut cliquer sur chacune de ces images pour faire apparaître en gros plan, donc l'affiche de la pièce, un dessin du personnage féminin, encore avec l'image du milieu, une image et des informations sur le compositeur, donc, dont Marker a connu le frère. En fait, le frère du compositeur, c'est celui qui dessine l'espace imaginaire de Marker. Une image également de la scène, sur laquelle apparaît progressivement et en transparence sur le bateau l'image de Jouvet, reproduisant son apparition sur scène à la fin de la pièce. Enfin, ici, on peut cliquer sur une dernière image, photo du personnage féminin accompagnée d'une citation extraite de la pièce. Une fois l'exploration donc de la séquence terminée, on clique sur la commande pour en sortir. C'est à ce moment, cependant, que Marker nous réserve une surprise qui dévoile la raison de l'inclusion de la séquence. Corsaire dans la zone en mémoire. Donc on voit ici le chat Guillaume en Égypte, animal de compagnie
de Marker, qui apparaît là subitement, de manière assez kitsch, pour nous inviter à découvrir un ultime secret. Le prénom de Madame Oseret, qui joue le rôle d'Évangéline. Non. Donc le prénom d'Évangéline, c'est ce qu'on ne voit pas en dessous, est évidemment Madeleine. Ce qui complète, évidemment, cette surprise complète ce qu'il disait au début de la séquence, quand on revient ici. Voilà. Ce qui complète en un exemple évident ce qu'il annonce au début de la séquence, soit que la mémoire est une recherche de Madeleine, c'est-à-dire des signes dont la force d'évocation suscite un voyage intensif dans le temps. Cette séquence nous invite à reconsidérer la vitesse de la mémoire et par le fait même la vitesse des memory. La relation entre les images, entre celles de Proust et celles d'Hitchcock, ou encore entre le corsaire et la recherche du temps perdu, n'est pas lente, mais à l'inverse extrêmement rapide. Marker économise les relais temporels, les médiateurs, dirait Ricoeur, dont parlait hier encore Olivier, qui donneraient du volume à ces relations, déplierait progressivement l'histoire. Si la relation entre les images ne produit pas de catharsis, comme l'affirme Joanne Villeneuve, ne force pas le temps de la vision à épouser l'étendue d'un récit, elle ne suscite pas moins un affect qui rappelle la théorie de l'image de Pierre Reverdy, théorie qui, comme on le sait, a été reprise par les surréalistes. Je cite, « Plus les rapports de deux réalités rapprochées seront lointains et justes, plus l'image sera forte, plus elle aura de puissance émotive et de réalité poétique. » Fin de la citation. La mémoire, pour Marker, est cette réalité poétique. Paul Virilio reprend en apparence cette définition de l'image en disant que la vitesse n'est pas un phénomène, mais la relation entre les phénomènes, la relativité même. La question évoquée de la distance de l'observation des phénomènes se résume dans la question de la puissance de la perception mentale et instrumentale. Fin de la citation. Il faut croire que le fragment de mémoire exécuté dans la séquence que nous venons de voir à l'instant incite à penser que la mémoire n'est pas un phénomène, mais une puissance. La puissance de la vitesse de la perception. Et cette vitesse n'est pas imputable à la rapidité effective de la machine qui se mesure aujourd'hui en gigahertz, mais à une machine de vision qui accroisse la vitesse mentale. Cette vitesse s'exprime dans un dévoilement des images qui fonctionne sur le mode de la surprise. On peut s'étonner, par exemple, en voyant la séquence corsaire, du montage des images qui s'effectue comme si l'on tournait les pages d'un livre ou comme un fondu enchaîné dans un film. De gauche à droite ou de bas en haut et vice-versa, la substitution progressive des images en in-memory évoque rétrospectivement les premiers livres illustrés de Marker ou des films anciens, ce qui donne assurément un aspect daté à son CD-ROM et freine à première vue la vitesse de la circulation des images. Mais le feuilletage et le fondu enchaîné ne se réduisent pas à la simple nostalgie du livre et du cinéma. À l'inverse de la substitution instantanée des images, leur dévoilement progressif suggère que la forme de la mémoire est comparable à un feuilleté. À la manière de feuilles qui s'amoncellent les unes sur les autres, les images de la mémoire ont ainsi un volume, une épaisseur. La vitesse donc, de la mémoire d'in-memory se déduit alors de la superposition des images et non de leur succession. Condition pour opérer une transition continue entre les images, la superposition les dévoile sur le mode de l'opacité et de la transparence. Comme des cloisons coulissantes ou amovibles qui séparent les pièces d'une maison, les images peuvent être superposées ici, de manière opaque. Dans ce cas, une image en premier plan cache une autre, soit complètement, soit en partie, pour la révéler progressivement, comme dans l'exemple où le dévoilement rappelle l'écran pixelisé où figurent les barreaux d'une prison. La superposition d'images qui s'opère dans l'opacité est un masquage qui
fomente la curiosité et favorise l'effet de surprise. Cet effet se révèle justement entre, d'une part, les courts commentaires évocateurs de Marker, les images que l'utilisateur peut projeter sur la cloison, le détail de la toile que l'on perçoit dans l'ouverture de la cloison, et d'autre part, les images qui sont finalement révélées suite à l'effacement progressif du masquage. Je termine. La superposition transparente, elle, augmente considérablement la vitesse des images puisqu'elle les fusionne, suggérant le passage d'une réalité à une autre en continu, d'un temps à un autre, sans coupure. Comme dans cette image de la muraille de Chine, tirée d'un livre illustré, celle d'une photo de la muraille dans le même angle. Ou encore la photo du Golden Gate prise par Marker en 82 qui fusionne avec un photogramme de Vertigo datant de 1958. Vous allez voir juste après. La relation entre ces images ne produit pas de récit, mais nous étonne tellement elle nous fait traverser rapidement le temps. C'est que le voyage dans le temps s'éprouve sans médiation dans la transparence des images qui conditionne la transition fluide entre elles. La superposition des images dans la transparence s'opère également par décalque. Dans l'exemple que vous allez voir maintenant, où on voit la photo d'un jeune militant chinois réalisé par Cartier-Bresson, si ça peut partir, désolé, se transforme sans interruption en un dessin de bande dessinée. La relation entre les images s'effectue de manière extrêmement rapide et cette rapidité n'est pas attribuable à leur succession brusque, mais à la fusion de l'énergie mentale dans la force visuelle. En effet, nous saisissons immédiatement deux couches de temps, étonnés de comprendre le détournement sémiotique et politique d'une image sans l'aide en apparence de la puissance synthétique de l'esprit. C'est que la machine de vision d'in-memory agit la synthèse dans un effet optique qui rappelle en somme la persistance rétinienne. Je terminerai donc abruptement cette communication sur une proposition qui rappelle la concision des phases, de la désuétude du support médiatique à la vétusté de son contenu. Il ne faut point conclure trop rapidement. Merci.